Voici le chapitre Les objets classiques, qui fait pendant bien sûr au chapitre suivant Les objets quantiques. Ce chapitre ne traite de la physique classique dans l'état où elle était à la fin du 19e que pour mettre en exergue sa grande différence avec la façon dont la mécanique quantique va définir les objets à partir du début du XXe siècle. Donc nous allons faire un large survol de la physique et de la mécanique à une époque où les seules grandes interactions connues étaient l'électromagnétisme et la gravitation universelle. Nous allons donc essayer de caractériser ces objets, notamment en distinguant les particules et les ondes, puisque ce sont les deux grandes catégories que l'on va retrouver en mécanique quantique et dont on va voir qu'elles posent beaucoup de problèmes dans leur passage de la mécanique quantique à la mécanique classique. Depuis l'époque des Grecs, les savants ont cherché à classer les objets de la nature. Depuis le départ, ils ont été frappés par notamment la régularité des objets qui étaient dans le ciel, les planètes, les étoiles, dont ils pouvaient observer le mouvement régulier et uniforme, et par contraste, il y avait les objets d'en bas, les objets sur Terre, qui étaient multiformes, qui évoluaient beaucoup et qui étaient difficiles à classer. Donc, les Grecs ont été frappés entre la perfection du cosmos et puis le chaos de ce qu'ils appelaient le monde sublunaire, si bien qu'ils avaient pour eux deux physiques. Il y avait une physique des objets du cosmos, alors que la physique des objets sublunaires était beaucoup plus confuse et diffuse. N'empêche que Aristote a cherché à définir les lois qui permettaient de classer à la fois les objets du cosmos et les objets du... Aristote et Empédocle classaient les objets en quatre grandes catégories. D'abord les composants. L'ensemble des objets de la nature était composé soit de feu, d'air, de terre ou d'eau. Et chacun de ces éléments avait des propriétés qui étaient soit d'être chaud, d'être froid, d'être humide et sec. Et la combinaison de ces quatre éléments et de ces quatre propriétés, le tout baignant dans le cosmos, permettait de donner déjà une première idée de la façon dont la nature était composée et dont elle pouvait aussi se transformer. Cette quête de classification s'est poursuivie pendant des siècles, le dernier avatar de la physique classique étant la table de Mendeleïev qui a classé les éléments chimiques d'après leurs propriétés sans connaître la nature des constituants atomiques. Donc, depuis les Grecs et en physique classique, on distingue deux choses pour les objets. D'abord, le caractéristique intrinsèque, ce qui ne bouge pas, ce qu'Aristote appelait l'essence des objets, qui est la forme, la taille, la masse, du moins à l'époque on n'imaginait pas que la masse puisse varier. Et puis les caractéristiques variables des accidents, qui sont le fait qu'ils bougent, qu'ils ont une trajectoire, qu'ils tournent sur un axe, etc. Alors, les particules classiques telles qu'elles étaient vues ou prévues à la fin du 19e tenaient compte du fait qu'à l'époque, on ne connaissait que deux grandes forces fondamentales, d'une part la gravitation et l'électromagnétisme. Donc, toutes les particules, imaginons des billes, imaginons des grains de pollen, imaginons des aimants, une fusée, n'importe quoi, pouvaient se caractériser par des caractéristiques fixes, comme la masse et la charge électrique et la charge magnétique et la qualité de l'aimantation, parce que ces caractéristiques-là permettent de savoir quelle est la réponse de ces objets quand on les place soit dans un champ de pesanteur ou soit quand on les place dans un champ électromagnétique. Et tout le reste, position, vitesse, énergie, était variable et était caractérisé par la dynamique. Donc, et à cette époque, on ne connaissait que deux grandes forces et d'ailleurs, on pensait qu'avec ces deux grandes forces-là, on pouvait expliquer la majeure partie du monde. On connaît l'anecdote de Lord Kelvin expliquant à la fin du 19e que presque toute la physique était finie du moment que ces deux forces-là permettaient d'expliquer la grande partie des phénomènes. Alors ce sont deux forces quand même qui ont des similarités, à savoir qu'elles décroissent comme le carré de la distance. Sauf que l'une et l'autre n'ont pas le même caractère d'attractivité.
la gravitation est telle que les masses pesantes s'attirent toujours. La portée est infinie puisque même si elle devient infiniment petite, elle est toujours là. L'électromagnétisme, lui, du fait qu'il y a des charges qui peuvent être positives ou négatives, du fait qu'il y a des aimants qui peuvent avoir un pôle nord, un pôle sud, la force électromagnétique peut être attractive ou répulsive. Elle est aussi théoriquement de portée infinie, et si l'on regarde leur intensité relative, en fait, ça permet de caractériser l'intensité. Il est évident que l'électromagnétisme est des ordres de grandeur plus intenses que la relativité. Alors comment se fait-il qu'à l'échelle de l'univers, on ne connaisse pas l'électromagnétisme? C'est bien du fait que dans la nature, il y a quasiment autant de charges positives que négatives, qu'il y a autant que les aimants sont toujours appariés en pôle nord, pôle sud. Donc dès qu'on s'éloigne un petit peu des sources, les équilibres, les plus et les moins s'équilibrent, les aimants, les parties nord et parties sud des aimants s'équilibrent, et donc il y a ce qu'on appelle un effet d'écran qui fait que dans l'univers en général ou à grande distance, les effets de l'électromagnétisme sont toujours très vite faibles par rapport à la pesanteur, alors que intrinsèquement l'interaction électromagnétisme est beaucoup plus puissante. Alors, nous arrivons à la fameuse dualité onde-corpuscule qui posait pas beaucoup de problèmes à l'échelle classique, mais dont nous verrons que c'est un des éléments clés de la discussion pour comprendre la mécanique quantique. On va caractériser tous les objets classiques à partir de ces deux grandes catégories. Les corpuscules, en gros, tout ce qui constitue la matière, et les ondes, c'est tout ce qui se propage dans les milieux, tel que ça a été défini dans le premier cours sur les ondes. Et il y a une claire distinction entre les deux en physique classique, puisque une corpuscule, on peut parfaitement la définir et la positionner, qu'une onde, par contre, elle, imaginons les ronds dans l'eau, elle se propage, elle va a priori dans tout l'espace, et elle est donc quasiment infinie, elle n'est pas localisée. Les corpuscules se propagent selon des trajectoires bien définies et observables, alors que les ondes se propagent dans toutes les directions, il y a a priori, sauf lorsqu'elles sont focalisées, n'ont pas de direction précise. Les corpuscules sont dénombrables. Si on fait un sac de billes, on peut toujours après les compter, les séparer. Quand par exemple on mélange beaucoup d'ondes entre elles, eh bien il est très difficile de décompter le nombre d'ondes. On peut simplement voir qu'il y a une grande quantité. Imaginons actuellement notre environnement qui est saturé d'ondes électromagnétiques. Il est très difficile de les séparer en ondes distinctes. Il faut vraiment des éléments très particuliers pour le faire. Et puis surtout, la superposabilité. Les objets ne sont pas superposables. Vous ne pouvez pas mettre deux billes au même endroit, dans le même espace. Ils sont toujours bien séparés, bien distincts. Ils ne sont pas superposables. Alors que les ondes ont la propriété de superposer, quelquefois en donnant ce qu'on appelle des interférences, à savoir que les creux et les maximums des ondes peuvent d'une part soit se renforcer, soit s'annihiler, c'est ce qui donne l'effet d'interférence. Retenons bien ce tableau-là, parce que nous verrons que c'est à partir de ceci qu'on pourra définir les objets quantiques et montrer en quoi ils sont très différents. Ici, c'est un exemple d'onde qui se propage, qui interfèrent et puis ensuite qui se séparent. Alors si maintenant on passe aux caractéristiques variables des particules classiques, on tombe sur ce qu'on appelle la dynamique. La dynamique qui a été évoquée dans le chapitre précédent avec ces trois grands formalismes, formalisme newtonien, lagrangien et hamiltonien. Il faut revoir le chapitre précédent pour voir un peu plus de détails sur ces aspects-là. Alors juste pour rappeler, et pour bien distinguer les choses, les caractéristiques dynamiques des particules sont d'une part leur position,
qui est un vecteur R avec 3 composantes dans l'espace à 3 dimensions. Il faut toujours 3 nombres pour définir la position d'un objet. Une fusée, il faut définir lorsqu'elle est lancée, il faut savoir sa longitude, sa latitude et son altitude pour parfaitement définir sa position. Et la grandeur qui est liée à la vitesse, qui est la quantité de mouvement, mais dans tous les aspects mécaniques, on prendra plutôt la quantité de mouvement, qui est la quantité la plus pertinente, qui est le produit de la masse par la vitesse, et qui est aussi à 3 composantes comme la position. La conservation de la quantité de mouvement est notamment celle qui permet de faire la théorie des chocs. À droite, vous avez une illustration qui montre comment le système conserve la quantité de mouvement et transmet la quantité de mouvement aux différentes billes. Et puis, il y a une autre grandeur importante qu'on voit, qu'on appelle le moment cinétique ou le moment angulaire, qui est la caractéristique des corps qui sont en rotation, comme la Lune autour de la Terre, etc. Et elle est reliée à la vitesse angulaire. Donc voilà un exemple dont les forces font tourner un système et le moment angulaire est la flèche verte ou bleue verticale. La conservation du moment angulaire est à l'origine des propriétés du gyroscope qui garde indéfiniment son orientation tant qu'il tourne. Et puis la dernière grandeur importante, c'est l'énergie cinétique, c'est-à-dire l'énergie qu'a tout corps en mouvement et qui est le produit qui est 1,5 m la vitesse au carré, mais sachant que lorsqu'on a des systèmes qui tournent, on peut l'exprimer aussi comme étant une vitesse radiale plus une vitesse de rotation. Donc une onde, c'est une perturbation qui se propage dans un milieu ou dans le vide quand c'est la lumière, mais qui ne transporte pas de matière, qui transporte seulement de l'énergie. Ceci a été étudié en détail dans le cours précédent, le cours débutant. Alors une propriété essentielle des ondes, c'est leur principe de superposition, c'est-à-dire qu'elles peuvent se combiner sans perdre leur individualité. Par exemple, sur cette animation-là, vous avez en vert une onde qui progresse vers la droite, en rouge une onde qui progresse vers la gauche, et au milieu, la somme des deux est une onde en bleu qui est le résultat de l'interférence entre les deux, qui est une onde dont on verra qu'elle est stationnaire. Il s'agit ici d'ondes monochromatiques puisqu'elles ont une caractéristique, une fréquence bien déterminée. À droite, vous avez plutôt ce qu'on appelle des paquets d'ondes, qui sont en fait des mélanges d'ondes multiples qui se propagent et qui eux aussi, comme vous le voyez, ont la propriété de rebondir sur un mur à gauche et à droite en changeant de phase et de se combiner, d'interférer, de s'ajouter sans perdre leur individualité. Ceci, c'est une propriété essentielle due à la linéarité des équations qui gouvernent les ondes. Alors, en effet, l'équation générale pour une onde, ici c'est une onde à une dimension, que j'appelle U, qui va dépendre de x et du temps, de x la position et du temps. C'est une fonction qui est la solution d'une équation très générale des équations d'onde, qui fait intervenir la dérivée seconde par rapport à la position et la dérivée seconde par rapport au temps, les deux étant reliés par l'inverse de la vitesse au carré. Il y a toute une famille de solutions de ces équations qui décrivent d'une part des ondes allant vers la gauche aussi bien qu'allant vers la droite. Mais si on s'en tient aux formes trigonométriques qui sont les plus simples, vous avez ici un exemple d'ondes qui se propagent U de x et de t avec leur principale caractéristique, leur période, grand T, qui est le temps nécessaire pour que le point dans l'espace revienne à sa position, et lambda, la longueur d'onde, qui est la distance entre deux points ou deux sommets, par exemple, de la sinusoïde ou de la cosinusoïde. Ils sont reliés par la vitesse, puisque la vitesse est le résultat du quotient de la longueur d'onde par la période. On parlera aussi de pulsation. Enfin, pour caractériser une onde, on utilisera quelquefois le nombre d'ondes, qui est un vecteur
positif ou négatif, qui exprime non seulement la valeur de la longueur d'onde, mais aussi le sens de propagation de ces ondes. Le module est égal à 2π sur lambda. Alors, si on prend la solution précédente, u de x et de t, et si on fixe x, si on regarde comment en un point l'onde évolue au cours du temps, vous avez la figure qui est ici, avec donc le point bleu qui oscille à une même position x et qui oscille au cours du temps, la période étant le temps nécessaire pour retrouver la même position. En dessous, vous avez la solution inverse, vous fixez le temps, vous prenez une photo, et vous regardez en fonction de x, et là on aperçoit la sinusoïde vue dans l'espace avec la différence entre les deux sommets donnant la longueur d'onde. Bien, pour être plus générique, il faudrait démontrer que ces équations-là sont linéaires, c'est ce qui est à l'origine de la possibilité des ondes d'interférer. Et vous avez ici un exemple, l'exemple précédent qui est mathématiquement démontré. D'une part, vous avez l'équation pour l'onde en vert qui va vers la droite, l'onde en rouge qui est réfléchie vers les x négatives. Et quand vous faites la somme trigonométrique des deux, vous obtenez une fonction où le temps et l'espace sont séparés, c'est l'onde stationnaire qui est en bleu. Alors, la superposition des ondes donne lieu à ce qu'on appelle le phénomène d'interférence, qui est spécifique aux ondes et qui a été découverte au début du 19e par le pharmacien Young, qui a obtenu ceci en éclairant un écran percé de deux trous, 1 et 2, avec une lampe, et la lumière passant par les trous 1 et 2 va se propager derrière et va interférer, puisque c'est comme si on avait deux sources d'ondes 1 et 2 jumelles qui émettent exactement la même lumière et qui donc émettent la même forme sinusoïdale et sur laquelle on peut donc appliquer les formules d'addition géométrique de la trigonométrie. Alors vous pourrez regarder ça en faisant le petit calcul. On s'aperçoit que quand on fait la somme de ces deux ondes et qu'on calcule l'intensité, c'est-à-dire le modulo carré, en effet, c'est l'intensité, par exemple, de la lumière sur un écran est donnée non pas par la valeur de U, mais par la valeur de U au carré. Et on s'aperçoit que cette valeur du U au carré est modulée par la formule 4A2 cosinus carré de pi d'état sur lambda, ce qui donne ces successions de hauts et de bas, de raies lumineuses et de raies sombres, qui sont dues au fait que, suivant le parcours, les ondes émises 1 et 2 interfèrent, c'est-à-dire que dans certains cas, les creux s'additionnent et les maximums s'additionnent, ce qui fait qu'on obtient des raies très lumineuses, et qu'en d'autres cas, elles interfèrent négativement, c'est-à-dire que les creux compensent les bosses, et donc il y a extinction complète de la lumière. Mais l'expérience des fonds de Young est supplantée actuellement par un interféromètre beaucoup plus récent qui utilise les propriétés du laser, qui permet de faire des expériences beaucoup plus fines et beaucoup plus parlantes. Donc l'interféromètre est un dispositif qui part d'une source lumineuse à gauche, souvent un laser, qui arrive sur un miroir semi-réfléchissant, ce qui permet de séparer le faisceau laser en deux parties, qui vont vers deux miroirs, qui vont les rediriger vers le même lieu, où ils vont se recombiner. Et en sortie, vous avez deux détecteurs de lumière, détecteur 2 ou détecteur 1. Et suivant les deux trajets qui sont suivis par les demi-faisceaux lumineux A et B, on va pouvoir faire varier la distance et donc faire varier les figures d'interférence qui peuvent se traduire que, par exemple, la lumière est éteinte complètement dans un détecteur et va dans l'autre détecteur. Donc, pour illustrer ça, ici, on a un exemple que l'on va faire calculer et qui est fait de telle sorte que il y a interférence destructive dans le détecteur 2 et toute la lumière est détectée dans le détecteur 1. Alors, l'interféromètre est extrêmement intéressant parce qu'il permet de mettre en évidence ces phénomènes d'interférence. Bien évidemment, si vous supprimez un des trajets en faisant passer toute la lumière
par un seul miroir, la lumière va être également séparée en deux parties et chaque détecteur recevra autant de lumière que l'autre. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que si maintenant par la pensée on remplaçait la lumière, qui est une onde, par une lumière qui est composée de particules, de petites particules que l'on envoie et sur lesquelles on ferait les mêmes opérations, eh bien, les particules n'étant pas superposables, ne pouvant pas faire d'interférence, quelle que soit la situation, on se retrouverait toujours dans l'exemple où il y aurait autant de lumière dans chacun des détecteurs. Donc, la propriété de superposition des ondes est exclusive des ondes en physique classique et ne s'applique pas aux corpuscules. On verra que c'est un sujet majeur pour la mécanique quantique. Jusqu'à la fin du 19e, on n'avait pas une grande idée des composants élémentaires de tous les corps. On avait commencé à faire de la chimie, on avait commencé à avoir des idées des éléments. Il y avait une position philosophique qui était l'atomisme, qui était né avec les Grecs, et qui donc supposait que les corps étaient composés de petites particules invisibles et insécables, donc atomes. Et c'est Lucrèce qui en a fait une description, et si on n'apprend pas le temps, mais vous pourriez lire le texte ici, et vous verriez que le texte, d'une certaine manière, paraît assez prémonitoire, sachant quand même que ces atomes-là étaient des atomes purement philosophiques, et on ne se préoccupait pas trop de les observer. Donc il n'y avait pas de composants identifiés en physique classique. On avait comme une idée de la chimie qui avait permis de classer les éléments que l'on connaissait, suivant leurs propriétés chimiques, qui donnait une table dite de Mendeleïev, qui était déjà une façon un peu sophistiquée de classer les constituants de la matière. Mais Boltzmann avait été plus loin dans sa théorie de ce qu'on appelle de la cinétique des gaz, et notamment dans ce calcul de l'entropie. Toute sa théorie, qui était très proche de l'expérience, qui rendait bien compte de l'expérience, était basée sur l'hypothèse qu'il y avait dans tous les gaz notamment des petites molécules qu'on ne connaissait pas, en mouvement, très petites, et qui étaient responsables des effets de transmission de la chaleur, de pression et de cinétique des gaz en général. Alors, en physique classique, bien sûr, on considère les particules élémentaires isolées, mais aussi, on va considérer aussi que ces particules-là peuvent s'associer, heureusement, dans les corps. Alors, quand on associe différents constituants, différentes particules pour composer un gaz, un liquide, déjà Lavoisier avait établi le fait que la masse devait être conservée. Et puis plus tard, avec Clausius au XIXe siècle, on avait vu que l'énergie totale d'un système isolé est invariante, est une constante, quelle que soit la façon dont on modifie les différentes composantes de l'énergie. Et puis, plus tard, on allait découvrir que cette invariance de l'énergie était liée à l'invariance par translation dans le temps, c'est-à-dire que toute expérience de physique qui est faite à un instant t donné, si on la reproduit 2 jours plus tard, on obtiendra les mêmes résultats indépendamment du temps qui s'est écoulé. Il est bien sûr clair que cette invariance de la masse a trouvé ses limites plus tard avec la relativité générale, la relativité restreinte, puisque on a découvert aussi que la masse pouvait se convertir en énergie et l'énergie en masse, et que c'est donc la somme totale de la masse et de l'énergie qui est conservée dans les transformations au cours du temps. Et puis, il y a toujours la conservation de la charge électrique, c'est-à-dire que dans tout système où il y a des particules positives ou négatives, la charge totale est la somme algébrique de ces charges-là. Donc, les objets composites obéissent à des lois de conservation, et on verra que c'est un des aspects essentiels aussi de la mécanique quantique. On appelle ça des symétries, qui avait déjà été étudié par Pierre Curie, qui étudiait la symétrie des cristaux, et qui s'interrogeait sur la cause de ces symétries observées. Et puis surtout, il y a le grand théorème d'Émile Noether du début du XXe siècle,
qui a démontré que tous les systèmes physiques, classiques et plus tard, elle ne savait pas, mais quantiques, qui ont un Lagrangien qui satisfait certaines symétries, certaines invariances par transformation, signifie qu'à côté, il y a une loi de conservation pour une grandeur du système. Donc, un Lagrangien indépendant du temps, l'énergie est conservée. Lagrangien invariant par translation, c'est-à-dire si on fait une expérience en Nouvelle-Zélande ou en France, c'est la même chose, c'est la quantité de mouvement qui est conservée. Et un Lagrangien qui ne dépend pas des angles, c'est le moment angulaire qui est conservé. Et en fait, on trouvera d'autres symétries beaucoup plus puissantes en mécanique quantique.